Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder la AlphaWise U20 Mix, une imprimante 3D à deux extrudeurs, donc une imprimante 3D avec laquelle on peut imprimer à deux couleurs ou avec deux types de plastique différents. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'imprimante, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. On va regarder à l'ordinateur à quoi ça ressemble, paramétrer les fichiers quand on veut faire de l'impression 3D deux couleurs. Je vais vous présenter des pièces que j'ai imprimées avec cette imprimante. On pourra voir les résultats que j'ai réussi à obtenir et on va terminer avec mon opinion sur cette imprimante. Cette vidéo va aussi être en quelque sorte un peu un tutoriel d'impression 3D à deux couleurs. C'est pas un sujet que j'ai expliqué en détail auparavant. Donc, en plus de vous présenter l'imprimante aujourd'hui, on va parler généralement de comment ça fonctionne, l'impression 3D lorsqu'on a plus d'un extrudeur. C'est maintenant l'heure du déballage. Donc voilà, ça a été efficace. Avec l'imprimante, on reçoit une boîte qui contient des accessoires. Alors, on a un guide de démarrage rapide, un guide pour le Wi-Fi, câble d'alimentation, câble USB, des échantillons de PLA, une spatule, les supports pour les axes des Z, support à filament, quelques outils, quelques attaches plastiques, carte micro SD, des vis, des pinces et de la colle en bâton. Et ensuite, si on regarde tout de suite à l'intérieur de l'imprimante, ici on a l'entrée électrique. Juste à côté, on a l'alimentation de l'imprimante. Si on descend, on a la carte relais qui est contrôlée par un bouton poussoir et c'est ça qui gère l'alimentation de la carte mère de l'imprimante. Juste à gauche, on a la carte de l'écran tactile de l'imprimante. Ici, on a maintenant le contrôleur en tant que tel de l'imprimante avec tous ses fils, tous ses branchements et un petit ventilateur juste en haut. Donc, je vais vous montrer quelques angles ici. Et juste à côté, on a un ESP32 qui permet à cette imprimante d'avoir certaines fonctionnalités Wi-Fi. Et maintenant, voici un petit clip de l'imprimante en fonction. Alors, je vous propose qu'on fasse le tour de l'imprimante. Sur ce côté ici, on a le câble d'alimentation avec l'interrupteur. Comme la Ortur obsidienne, on a un bouton poussoir à l'avant qui active un relais et ce relais alimente l'imprimante 3D. Par contre, dès que l'interrupteur est allumé ici, les ventilateurs de l'imprimante s'activent. Lorsqu'on appuie ici, c'est là que l'imprimante va s'allumer. Et là, je vais retirer les objets sur le plateau parce que par défaut, l'imprimante, elle va faire un home. En fait, elle va tester le chauffage de la buse, tester le chauffage du plateau et faire un home. Elle va vérifier si tout fonctionne. Ici, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, ça va nous dire erreur. Donc là, elle est en train de faire son home. Et voilà, le home est terminé. Donc ici, on a l'écran tactile. On va revenir à l'interface tout à l'heure. De ce côté, on a la carte micro SD qui va ici et le fil USB qui va là. Le plateau chauffant, il est isolé. Si on regarde en dessous, juste là, vous voyez, il y a une isolation qui est appliquée pour que le plateau chauffant garde mieux sa température. La surface du dessus du plateau chauffant, on peut la retirer avec des petites clips comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, ça se retire comme ça. C'est pas magnétique ou quoi que ce soit. Donc là, on a le plateau en métal. Mais ça, c'est pas une vitre. C'est du métal aussi, avec un bulle tack sur le dessus. Donc, ça évite les risques d'avoir un plateau qui est bombé à cause des vitres qui sont parfois de mauvaise qualité. Alors, on peut quand même retirer le plateau, ce qui est très pratique, mais c'est pas une vitre et c'est assez plat. Il y a beaucoup d'imprimantes 3D que les vitres sont un petit peu plus hautes au milieu ou un petit peu plus basses au milieu que sur les côtés et ça fait que les ajustements parfois ils peuvent être plus difficiles. Cette imprimante a un capteur de nivelage automatique, donc ça aide beaucoup. Quand on ajuste le plateau avec les petites roulettes sur les côtés, on a juste à faire un ajustement qui est le mieux possible, puis ensuite le capteur va compenser pour les imperfections s'il y en a. Et à partir du moment où on a une imprimante avec un capteur comme ça, on n'a plus trop envie d'avoir une imprimante qui n'en a pas. Personnellement, je trouve que c'est très pratique. Au niveau des courroies, on n'a pas vraiment de manière simple de les ajuster. Vous voyez, c'est attaché ici et c'est attaché à l'avant. Sur la Ortur 4, ici, il y a une petite vis que je peux visser ici pour venir tendre la courroie. Et c'est la même chose sur la Ortur obsidienne. Je peux visser ça ici, puis ça vient tendre la courroie. Là, malheureusement, ici, on n'a pas ça et on ne l'a pas non plus sur l'axe des X. Donc, au moins sur l'axe des X, on peut peut-être dévisser ça ici et bouger un petit peu plus vers la droite pour tendre la courroie. Mais comme vous pouvez voir à l'intérieur, c'est déjà limite, on est pas mal au maximum. Donc si on veut ajuster les courroies, il faut vraiment aller en dessous. Je pense que c'est attaché avec une
clip en métal, oui, voilà, une genre de clip comme ça. Sur ma machine, elles sont bien tendues, donc au moins, mais à force d'utiliser l'imprimante, parfois, il faut faire un ajustement et là, c'est pas très facile. Je vous ai parlé du capteur de nivelage automatique, mais ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'il n'y a absolument aucune limite switch pour l'axe des Z. Habituellement, les imprimantes ont la limite switch et le capteur, et ça fait en sorte que la limite switch, c'est une sorte de sécurité. La buse ne peut pas aller foncer dans le plateau. Là, on n'a pas de limite switch, on a seulement le capteur ici, mais moi, ça m'a pas posé problème. On a un extrudeur ici, on a un extrudeur là, et ça va dans un genre de Y, et on a seulement une buse. Voilà, comme vous pouvez le constater, seulement une buse. Donc, il y a des imprimantes 3D comme celle-là qui ont 2 extrudeurs, mais seulement une buse. Et il y a des imprimantes 3D qui ont 2 extrudeurs et 2 buses. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure c'est quoi les avantages et inconvénients de chacun. Mais là, juste pour finir le tour de cette imprimante, si on regarde à l'arrière, on voit que on a un moteur de ce côté-là et un moteur de ce côté-là pour l'axe des Z. Il n'y a pas de courroie de synchronisation en haut, mais ça m'a pas posé problème. Mes deux axes bougent ensemble, donc ça va. C'est un problème que j'avais eu sur la AlphaWise U10, que des fois on dirait qu'un côté voulait monter plus rapidement que l'autre. Là ici au moins j'ai pas eu ce problème-là. Là j'ai éteint l'imprimante parce que je veux vous montrer que les fils à l'arrière sont dans une espèce de gros câble comme ça, avec des clips sur les côtés, donc il n'y a pas de danger que ça se débranche accidentellement. C'est pas une mauvaise idée de mettre un connecteur comme ça, c'est assez bien. On a bien sûr des excentriques sur nos roulettes en caoutchouc pour ajuster nos axes, pour s'assurer que c'est bien solide. Donc on fait tourner les excentriques, ça fait mordre les roulettes en caoutchouc sur les axes. On en a sur l'axe des X, en dessous ici. On en a sur l'axe des Z, donc ici et ici, et on a aussi en dessous du plateau pour l'axe des Y. Et pour finir, sur le dessus de l'imprimante, on a les deux supports de filament, voilà. Puis on n'est pas obligé de les mettre sur le dessus, ça se visse dans le profil d'aluminium, donc on pourrait mettre ça ailleurs sur l'imprimante, là, sur les côtés, à l'avant, à l'arrière. Moi j'ai fait comme dans le mode d'emploi et j'ai mis ça sur le dessus. On a fait le tour de l'imprimante, maintenant ce que je veux vous expliquer, c'est les différences entre utiliser une imprimante qui a seulement une buse versus une imprimante qui a 2 buses, quand on parle bien sûr d'imprimantes à double extrudeur. Les imprimantes qui ont 2 buses, l'avantage c'est que si je veux créer une pièce à 2 couleurs sans que les couleurs se mélangent, ça va être super facile parce que si j'ai une buse qui a du filament noir et une buse qui a du filament blanc, ces couleurs ne vont jamais se mélanger. La buse qui contient du noir, ça va seulement sortir noir, et la buse qui a du blanc, ça va seulement sortir blanc. Avec une imprimante qui a seulement une buse, je vais avoir le filament noir qui coule, puis ensuite, si je dois changer de couleur, je fais sortir le filament noir, je fais sortir le filament blanc, et je dois vider la buse avant de pouvoir imprimer en blanc. Et pour vider la buse, il va falloir qu'on imprime des prime pillars, donc des piliers pour primer la buse, pour la vider, pour la préparer à la prochaine couleur. Puis ça fait des trucs comme ça ici. Donc ça gaspille un peu de plastique quand même. Je vais vous montrer ça de plus près tout à l'heure, mais il faut imprimer ça pour que, entre chaque changement de couleur, on puisse vider la buse et réellement changer de couleur. Et si, par exemple, on utilise du blanc et du noir, vous le voyez un petit peu sur ce pilier ici, ça devient rapidement gris. Si on prend 2 couleurs foncées, on va dire du rouge et du bleu, c'est assez facile de passer d'une couleur à l'autre. Mais si on prend des couleurs qui sont extrêmement différentes, donc du noir, du blanc, du noir avec du jaune, en fait du noir avec n'importe quoi presque, le filament noir reste extrêmement longtemps dans la buse et donc parfois il faut que le pilier il soit imprimé assez gros pour faire couler assez de filaments pour faire un bon changement de couleur. Cela dit, qu'est-ce qui est pratique avec une imprimante qui a seulement une buse, c'est qu'il n'y a aucune buse qui est en attente. Il y a seulement une buse qui est constamment en train de travailler. Ce que je veux dire, c'est que avec les imprimantes qui ont 2 buses, il y a une buse qui imprime et il y a une buse qui attend. La buse qui attend, elle est portée à faire couler un petit peu de plastique, même si on n'est pas en train d'extruder du plastique. La buse, elle est chaude, donc l'accumulation de plastique coule tranquillement. Donc, il y a quelques trucs quand même. On peut faire des plus grosses rétractions. On peut faire baisser la température de la buse qui n'est pas utilisée. Sauf que là, ça augmente le temps parce que entre chaque changement de couleur, il faut faire monter la température d'une buse, baisser la température de l'autre. Donc,
avoir deux buses, ça vient avec ses désavantages aussi. Il y en a une qui imprime et il y en a une qui est constamment en train de faire couler un petit peu de filament. Puis c'est du filament qu'on veut pas avoir parce que ça peut faire des fils d'araignée, ça peut faire des trucs qu'on veut pas. Et donc, quand on a deux buses, au lieu de faire un prime pillar, on va faire un ooze shield. Le ooze shield, c'est en quelque sorte une paroi qu'on va faire tout autour de la pièce et cette paroi va être constamment à la même hauteur que la pièce et donc quand la buse se promène, elle va aller toucher le ooze shield et elle va en quelque sorte s'essuyer. Donc même à deux buses, on n'a pas le choix de gaspiller un peu de plastique. Donc imprimer avec deux extrudeurs, qu'on ait une buse ou deux, c'est pas toujours facile, ça apporte de nouveaux défis, de nouveaux petits problèmes potentiels. Alors avec une buse seulement, je trouve que c'est un petit peu plus simple parce que justement on n'a pas la deuxième buse à gérer qui est peut-être continuellement en train de couler. Par contre, puisqu'on a juste une buse encore une fois, je fais entrer un plastique. Si je veux changer de couleur, je fais sortir le plastique et je fais entrer l'autre. Mais ça veut dire qu'on est constamment en train de faire des assez longues rétractions et c'est des rétractions qui se font à la vitesse des moteurs. Donc, vous savez, quand je change de plastique, moi, je le dis souvent, je baisse la température à 180 degrés puis je tire assez fort pour pas tirer du plastique fondu dans mon tube blanc. Mais là, pendant que l'imprimante imprime, elle ne peut pas aller aussi vite que moi qui tire dessus. Puis, ça se fait quand même à une température de 200-210 degrés pour le PLA. Donc, c'est des rétractions qui se font quand même assez chaudes. Il y aurait moyen de demander à l'imprimante de seulement retirer le filament lorsqu'on fait baisser la température à 180. Mais là, encore une fois, ça devient extrêmement long parce qu'à chaque fois qu'on change de couleur, il faudrait attendre que la buse se refroidisse, faire la rétraction, ensuite refaire chauffer la buse, etc., etc. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, c'est possible qu'un système comme ça soit porté à boucher plus souvent, puisqu'on est constamment en train de mettre du plastique dans la buse, l'enlever, mettre du plastique dans la buse et l'enlever. Donc, ça m'est arrivé à quelques reprises, mais j'ai pas eu de bouchons qui étaient sévères, c'est-à-dire que c'était vraiment des bouchons temporaires qui se réparaient tout seuls. Donc, ça, c'est bien. Si vous suivez cette chaîne depuis assez longtemps, peut-être que vous avez vu ma vidéo sur les imprimantes que je ne conseille pas. Et dans cette vidéo-là, il y en avait une imprimante à deux extrudeurs et seulement une buse. Et celle-là, elle était constamment bouchée, mais vraiment sévèrement que c'était impossible à déboucher et à maintenir. Au moins ici, j'ai pas eu de problème sévère comme ça. Tout à l'heure, vous allez voir quand je vais vous présenter les résultats que j'ai obtenus avec cette imprimante. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu mieux les différences entre avoir deux buses et juste une. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Si vous voulez seulement imprimer à deux couleurs, je pense que ça peut faire le boulot si vous faites un prime pillar qui est assez gros pour bien vider la buse entre chaque couleur. Si vous voulez imprimer avec deux matériaux qui ne fonctionnent pas nécessairement à la même température, donc si par exemple je vais imprimer en PLA et aussi en ABS pour une raison ou une autre, ben je vais avoir une buse qui va être à 200-210 et l'autre peut-être 230-240-250. Donc là, ça serait pratique d'avoir deux buses puisque les deux seraient à une température différente. C'est quand même possible ici de faire varier la température de la buse d'un matériel à l'autre. C'est supporté, donc ça fonctionne, mais c'est peut-être un petit peu moins pratique parce que c'est plus long faire chauffer la buse entre chaque changement de couleur. Déjà, juste changer de filament entre chaque couleur, c'est assez long. Si je prends par exemple ce petit cube ici, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais vous voyez qu'on a des changements de couleur sur toute la hauteur de la pièce. Et donc, à chaque couche, il faut aussi que j'aille remplir mon prime pillar et le prime pillar est de la même hauteur que le dernier changement de couleur. Donc cette pièce-là qui est vide à l'intérieur en passant, normalement si ça avait été juste une couleur, peut-être que ça aurait pris 1h30 à faire, mais là, ça a pris une dizaine d'heures, 9h45, quelque chose comme ça. Très très long. Et en contraste, cette pièce-là ici, que je vais vous montrer encore une fois de plus près tout à l'heure, elle a imprimé comme ça. Donc, elle n'est pas très très haute. Et même si elle est, elle aussi, à deux couleurs et qu'elle contient beaucoup plus de plastique que ça ici, puisqu'elle est moins haute, il y a moins de changements de couleur à faire. Cette pièce-là a pris 5 heures versus ici 10. Et ici, on a beaucoup plus de plastique. Donc, si on veut économiser du temps quand on imprime à deux couleurs avec seulement une buse, ce qu'on veut faire, c'est orienter la pièce pour avoir le moins de changements de filament possible. Sur ce cube, l'orientation n'aurait rien changé. Mais cette pièce-là, si je l'avais imprimée à la verticale comme ça aurait été beaucoup plus long que couché comme ça. Justement parce que beaucoup plus de changements de couleur à faire en hauteur
que quand c'est couché. La manière dont on prépare les fichiers à l'ordinateur, ça va faire en sorte que l'imprimante va quand même avoir quelques petites astuces pour sauver du temps, c'est-à-dire qu'elle va évaluer à quel moment c'est idéal pour changer de plastique. Alors, si j'ai une première couche qui a du vert et du bleu, on va faire une des deux couleurs. Donc, par exemple, on commence, on fait tout ce qui est vert, et ensuite, on fait tout ce qui est bleu. Et là, lorsqu'on est rendu à la prochaine couche, puisqu'on vient de terminer par tout ce qui est bleu, eh bien, on ne va pas tout de suite switcher au vert, on va tout de suite faire sur la deuxième couche tout ce qui est bleu, et ensuite, on va switcher au vert, et on va faire tout ce qui est vert. Et à la couche du dessus, même chose, on était en train d'utiliser du vert, donc on va faire tout ce qui est vert, et ensuite le bleu, etc., etc. L'imprimante essaie d'utiliser le même filament le plus longtemps possible pour sauver du temps. Bon, je sais que ce segment était assez long, mais comme je vous ai dit, je vous fais un peu un tutoriel de double extrusion en même temps que je vous présente cette imprimante. Donc là, on va aller voir l'interface de l'imprimante. OK, voici l'interface. Donc, AlphaWise, on voit la température de la buse, on voit la température du plateau. Et ici, on voit une adresse IP parce qu'on peut connecter cette imprimante en Wi-Fi. Et d'ailleurs, l'antenne, elle est juste en haut, juste ici, et c'est basé sur un ESP32. Premier menu, très facile, on peut démarrer une impression. Dans paramètres, on a les paramètres Wi-Fi, on a les paramètres de langue, on a les informations de la machine, on voit le modèle, le temps d'impression, le firmware, le numéro de série qui est utilisé pour se connecter au cloud, et on voit l'état du cloud, ça dit que c'est connecté. Puis si on fait Next, on a Auto Power Off. Donc cette imprimante va s'éteindre automatiquement lorsqu'elle est en veille ou lorsqu'elle termine d'imprimer. Puis ensuite Post, ça c'est lorsqu'on démarre l'imprimante, elle fait un diagnostic. Comme je vous l'ai montré tantôt, elle fait un Home, elle teste le chauffage du plateau et de la buse. Donc ça on peut le désactiver si on n'en a pas besoin. Et le Power Save Mode, ça c'est après combien de temps on veut que l'imprimante s'éteigne toute seule lorsqu'elle est en veille, donc par défaut c'est 15 minutes. Et en dernier, on a Restore pour retourner aux paramètres par défaut. Dans Maintenance, bon, Maintenance c'est un drôle de mot pour décrire ce menu. J'aurais peut-être mis Contrôle, quelque chose comme ça. On a un bouton ici pour faire extruder du filament et on a un bouton pour faire retirer le filament. On clique, on choisit la température et on choisit si c'est le filament qui est à gauche ou le filament qui est à droite qu'on veut faire bouger. Ensuite, Preheat, on choisit la température de la buse et du plateau. Jog Mode pour contrôler gauche-droite, en haut, en bas, en avant, en arrière. Et on peut faire un Home aussi, mais on ne voit pas la position actuelle de l'imprimante. On ne voit pas ses coordonnées. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir. Dans tous les menus, par contre, ce qui est bien, on a un petit point d'interrogation ici, et si on clique, on a des explications. Ensuite, Level Bed, ça c'est ce petit menu ici pour aller mettre le plateau de niveau. On fait Begin, puis ensuite l'imprimante, elle va apporter la buse à différents points sur le plateau. On prend une petite feuille de papier, on la met en dessous de la buse. Il faut qu'il y ait un petit peu de friction entre le papier et la buse, très très peu. Puis on fait monter ou descendre le plateau avec les vis dans les quatre coins. Donc on fait ça partout. On peut même le refaire une deuxième fois pour être certain. Et quand le plateau est bien nivelé, en principe, la buse va être à la même hauteur partout au-dessus du plateau. Le bouton Z Offset, quand on clique dessus, ça va apporter le capteur de proximité à différents points sur le plateau, puis il va prendre des mesures, donc ça c'est en lien avec le auto-leveling. Et une fois qu'il a pris ces mesures, il va venir tout en bas. Et là, vous allez voir la distance entre la buse et le plateau. Et vous allez pouvoir ajuster cette hauteur-là en lien avec le capteur. Donc ça, c'est pas en lien avec l'ajustement du plateau, c'est en lien avec le paramétrage du capteur. Donc vous allez pouvoir faire baisser un petit peu la buse ou la faire remonter un petit peu si vous avez besoin. Et le prochain menu, ça c'est pour ajuster la hauteur du capteur. Et ensuite, le dernier bouton, c'est pour éteindre les moteurs. Quelque chose de bien intéressant, on a Help ici, on a une FAQ. Donc on clique ici et ça va nous donner une liste de problèmes potentiels. Et si on a un problème, ben, on trouve notre problème. Par exemple, la buse ne chauffe pas. On clique dessus, puis ça va nous donner une explication potentielle. Et aussi, par exemple, si on veut remplacer la buse, on voit qu'il y a une vidéo. On clique ici, puis ça nous donne un QR code. On prend notre téléphone et ça va nous amener vers la vidéo sur Internet. Donc c'est quand même pas mal qu'il y ait une FAQ juste ici. Et on a aussi un utilitaire de diagnostic. On clique dessus, puis ça va nous guider à travers du diagnostic pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec l'imprimante. Donc, point de vue de l'interface, c'est pas plus compliqué que ça. En principe, dans Print, lorsqu'on va cliquer sur un objet, ça ne va pas directement
aller débuter l'impression. Ça devrait présenter en fait une image de chaque fichier qu'on a sur la carte SD, sauf que c'est pas encore supporté sur ma version du firmware. Ça devrait être supporté bientôt. Donc là, j'ai démarré une impression. Vous pouvez voir le nom du fichier, vous pouvez voir la vitesse d'impression, la température de la buse, la température du plateau, le temps écoulé, le temps estimé, et ça fonctionne assez bien. Il faut attendre quelques couches quand même, parce qu'au début, le temps va être extrêmement haut, mais après quelques couches, l'estimé devient quand même vraiment pas si mal. Pendant qu'on imprime, on peut faire pause, on peut aller dans les paramètres, changer des trucs en lien avec les filaments, la température, la vitesse d'impression. On peut changer les paramètres de Auto Power Off et quelque chose que j'aime bien, Save and Off. Ça veut dire que peu importe où est-ce que vous êtes dans votre impression actuellement, si vous devez vous absenter et que vous ne voulez pas que l'imprimante continue d'imprimer, vous faites Save and Off. Ça va mettre l'imprimante sur pause, ça va sauvegarder l'état, ça va éteindre l'imprimante. Et lorsque vous allez redémarrer l'imprimante, vous allez pouvoir revenir exactement où est-ce que vous étiez rendu. Donc, c'est un peu comme s'il y avait eu une panne d'électricité, parce qu'on a la reprise après panne de courant. Sauf que là, c'est en quelque sorte une panne d'électricité contrôlée. Donc là, j'ai redémarré l'imprimante parce que je ne voulais pas démarrer d'impression. Donc, ça, c'était l'interface. Je vais vous montrer en lien avec le Wi-Fi. Si on clique ici, vous allez voir configuration du réseau Wi-Fi. On clique là-dessus et vous voyez, sur votre téléphone, vous allez chercher les réseaux Wi-Fi et ça va vous montrer le réseau de l'ESP32. Ça peut prendre 1, 2, 3 minutes avant que le réseau apparaisse, mais une fois qu'on a ce réseau qui est détecté, on peut naviguer à cette adresse-là ici. Ça va nous donner un menu et on peut ensuite connecter l'imprimante au réseau local de la maison, du bureau, de l'atelier, etc. Ensuite, il y a une application, mais c'est malheureusement seulement sur Android. Ça s'appelle Polo Print Pro. On clique dessus. On peut seulement s'inscrire avec WeChat ou Facebook. Donc ça, c'est un petit peu dommage quand même. Mais à partir de ce moment-là, on a quelques paramètres comme les notifications. Mais si je clique sur imprimante, on voit mon imprimante qui est juste en haut. Pour ajouter une imprimante, on fait le plus ici. On écrit le numéro de série de l'imprimante et on lui donne un nom. Puis ça va la trouver sur le réseau. On voit que la mienne, elle est en ligne. Si je vais dans Monitor, donc il y a des boutons juste en bas, on peut voir que l'imprimante actuellement, la température de la buse, c'est 91 degrés. Le bed, 40 degrés. On peut faire bouger l'imprimante et on peut démarrer une impression. Alors, juste pour vous montrer, si je clique ici, vous allez voir qu'effectivement la tête bouge, donc ça fonctionne. Voilà, le plateau bouge maintenant. L'axe des Z, par contre, je crois qu'il est à l'envers. Si j'appuie sur par en bas, ça monte. Donc voilà, ces boutons-là sont à l'envers, c'est un peu bizarre. Et dans Librairie, on a plein de fichiers qui sont sur un serveur quelque part sur Internet. Puis on peut démarrer une impression, sauf que moi, ça n'a jamais fonctionné, malheureusement. Ça me dit toujours qu'il y a une erreur. Tout à l'heure, je vous parlais des notifications et moi, j'ai jamais reçu de notification. Dans le mode d'emploi, ça dit qu'il faut aller mettre un j'aime sur une page Facebook et il faut lui envoyer un message. Il y a un robot qui nous répond. Puis à partir de là, lorsque l'imprimante termine ses impressions, on est censé recevoir un message. Moi, j'ai jamais reçu de notification. Peut-être que c'est juste pas au point encore. Gearbest m'ont dit que cette imprimante-là, c'était une des premières et que le firmware n'était pas encore tout à fait prêt. L'interface, ça se peut que ça change un petit peu aussi parce qu'il y a des trucs qui sont encore en développement. Donc, peut-être que c'est juste pas encore au point, mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu de notification. Alors, côté Wi-Fi, s'ils avaient juste mis un genre de portail de connexion directement à partir d'un navigateur web au lieu d'être obligé de passer par le cloud, je pense que ça aurait été mieux. Là, malheureusement, il faut que ça passe par le cloud automatiquement et qu'on utilise leur application. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment utilisé. On va voir si c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Donc, juste avant d'aller à l'ordinateur pour voir comment on paramètre les fichiers, je veux juste vous dire comment je prépare l'imprimante lorsque je veux imprimer. Très simple. Je choisis mes couleurs de filament, j'entre les filaments dans les extrudeurs et j'amène le filament juste ici. Je ne l'amène pas jusqu'au bout, je la porte juste en haut du Y et je fais la même chose avec mon autre filament. Et lorsque je démarre une impression, l'imprimante, elle vient se positionner juste ici et elle va faire couler du filament de chaque couleur. Et une fois que les deux couleurs ont été testés, en quelque sorte, on va pouvoir aller commencer à imprimer. Donc, je ne fais pas de préchauffage, je ne fais pas couler manuellement du filament. Habituellement, c'est ça que je fais avec les autres imprimantes. Là, j'apporte le filament juste ici,
L'imprimante, elle s'occupe du reste, elle en fait couler quand même pas mal. Et dans mon expérience, ça a bien fonctionné comme ça. Donc maintenant, on s'en va à l'ordinateur. On va aller voir comment on paramètre des fichiers pour imprimer en 2 couleurs. Bienvenue à l'ordinateur. Avec l'imprimante sur la carte micro SD, on a quelques fichiers d'exemple. On a un mode d'emploi, on a un mode d'emploi pour le Wi-Fi et on a un guide de démarrage rapide. Et comme vous pouvez voir, on a seulement Cura pour macOS et sinon pour Windows, on a ça ici qui s'appelle WeBuilder. Donc, j'ai pas testé ce Cura, j'ai seulement testé WeBuilder. J'ai essayé de faire mon propre profil Cura, j'ai essayé de faire mon propre profil Simplifier 3D, mais ça n'a pas fonctionné. L'imprimante me fait un message d'erreur que je ne comprends pas, et donc je peux pas vraiment diagnostiquer exactement qu'est-ce qui fonctionne pas, et donc j'ai pas été capable de faire fonctionner Cura et Simplifier 3D. Au moins, leur petit logiciel WeBuilder fonctionne assez bien. C'est basé sur Cura, donc ça devrait être possible au moins avec Cura de faire un profil qui est compatible, qui fonctionne et qui donne pas d'erreur. Si quelqu'un a une astuce à ce niveau-là, je serais intéressé. Mais fait intéressant, le logiciel WeBuilder c'est fait par WeDo et WeDo font une imprimante qui s'appelle ME40 Pro qui est absolument identique à la AlphaWise U20 Mix. Donc clairement c'est la même imprimante. Donc voilà. J'imagine que c'est une genre de collaboration parce que vous voyez même la carte mère, c'est absolument identique. Mais en fait, quand on démarre WeBuilder, vous voyez, c'est écrit AlphaWise. Donc, je pense que c'est 2 compagnies qui ont travaillé ensemble. C'est pas juste une qui a essayé de copier l'autre. Je suis pas mal sûr que c'est vraiment la même machine. Au début, j'étais pas trop fan de ce slicer, mais finalement, je me rends compte que ça fonctionne assez bien pour cette imprimante. Ça a été bien paramétré quand même. C'est certain que c'est pas identique à Cura et Simplifier 3D, mais ça a assez bien fonctionné. Et si vous utilisez la version qui vient avec la carte micro SD de la AlphaWise U20 Mix, c'est déjà paramétré pour la AlphaWise U20 Mix. Donc ça, c'est assez pratique. Malheureusement, seulement compatible Windows. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas sur Linux. On peut connecter l'imprimante par USB si on veut la contrôler comme ça. On peut aussi la connecter en Wi-Fi. Sauf qu'on ne peut pas faire grand-chose, on peut seulement envoyer des fichiers à distance et c'est extrêmement lent. On peut la connecter à Octoprint, donc ça c'est quand même cool. Bon, ici on peut ajouter des fichiers et c'est ce qu'on va faire. Je vais faire un exemple avec cette pièce-là ici que j'ai imprimée. Vous voyez, c'est clairement une pièce qui a été designée pour être imprimée à 2 couleurs. On a cette pièce-là ici et on a cette pièce-là. La seule différence entre celle-ci et celle-ci, c'est que vous voyez ici il y a un petit trou et ici il n'y en a pas, mais moi j'ai imprimé ces 2 pièces-là. Donc on va dans Thing File, on va télécharger les fichiers qui ont été conçus pour être ensemble. Lorsque c'est téléchargé, on va cliquer ici pour les ouvrir. Donc vous voyez KA et KB, on ouvre. Vous voyez, ça ouvre les 2 fichiers séparément un à côté de l'autre, mais on va cliquer et glisser pour sélectionner les 2. On va faire clic droit. On va faire Merge. Quand on fait Merge, ça va créer une pièce avec les 2 modèles. Ça va être parfaitement aligné si ça a été bien designé par le créateur de l'objet. Et ensuite, si on veut centrer tout ça, on peut faire clic droit et Arrange All Parts. Voilà, ça se met au centre. Si on clique dans Printer, vous voyez que c'est déjà configuré pour la U20 Mix. Donc ça, c'est pas moi qui ai mis ça. Ça s'est ouvert comme ça. Premièrement, en fait, ce qu'on va aller faire, on va choisir les couleurs qu'on veut utiliser. Et ça va être avec ce bouton-là juste ici. Et rapidement, juste en haut ici, on peut mettre des supports custom, un peu comme dans Simplifier 3D. Donc, on va cliquer sur Edit. Et quand on clique là-dessus, on peut ouvrir le groupe qui contient nos 2 pièces. Et là, ici, vous voyez, on peut choisir la couleur de nos matériaux. Donc, on a le matériel qui est à droite et le matériel qui est à gauche. Moi, en ce moment, sur mon imprimante, réellement, physiquement, là, quand je la regarde, sur mon support de gauche, j'ai du filament vert et sur mon support de droite, j'ai du filament bleu. Donc, je peux tout de suite choisir ça. À gauche, j'ai du filament vert et à droite, j'ai du filament bleu. Donc, voilà, c'est sélectionné. Maintenant, je peux choisir quelle pièce s'imprime de quelle couleur. Donc, est-ce que je veux que cette pièce-là s'imprime en vert ou est-ce que je veux qu'elle s'imprime en bleu? Donc, disons que j'ai envie que ça s'imprime en vert et que j'ai envie que l'autre, ça s'imprime en bleu. Eh bien voilà, c'est sélectionné. Donc ça ici, on n'est pas obligé de changer la couleur, sauf que c'est tellement plus facile de voir ça va ressembler à quoi. Et aussi, ça permet qu'il y ait moins de chances qu'on se trompe dans notre sélection. Donc, vous choisissez quel filament est de quel côté de votre imprimante et ensuite, vous choisissez la partie de l'objet que vous voulez et vous choisissez
si ça s'imprime avec le filament de gauche ou si ça s'imprime avec le filament de droite. Donc moi, c'est tout. J'ai rien touché à d'autre que ça. On peut quitter et on peut aller éditer les paramètres de slicing. Par défaut, c'est comme ça. Donc, on n'a pas les paramètres avancés. Moi, j'aime afficher les paramètres avancés, mais vous allez voir, on n'a pas besoin de changer grand-chose pour que ça fonctionne bien. Ça a été assez bien paramétré. Pour cette pièce-là, pas besoin de support, donc on peut l'enlever ici. Je vais imprimer avec le profil normal. Donc, le normal, c'est entre autres en 0.2 mm de résolution. Puis, le matériel que j'utilise, c'est du PLA. Donc, ça va me mettre mes températures et tout. Moi, je préfère imprimer à 210. Donc, je peux choisir 210 ici. Et aussi, l'extrudeur de gauche, je peux choisir à quelle température je veux imprimer ce plastique-là. Donc, comme vous pouvez constater, je pourrais avoir un matériel à droite qui est à une température X et avoir un matériel à gauche qui est à une température Y. On pourrait imprimer avec du PLA et de l'ABS en même temps, par exemple. Là, ici, j'ai du PLA des deux côtés, donc ça va faciliter la tâche. On n'aura pas besoin de changer la température de la buse. On va mettre 210 des deux côtés et le plateau, moi, j'aime bien imprimer à 60 degrés. Pour mon adhésion, moi, le raft, j'en ai pas besoin avec l'auto-leveling. Ça s'imprime assez bien la première couche. Moi, j'aime ça avoir juste un skirt, un genre de contour autour de la pièce, mais qui ne touche pas la pièce. Pas besoin du Ooze Shield, j'ai pas trouvé en tout cas. On imprime seulement avec une buse, mais on a besoin du Wipe Tower. Donc, si on va dans Avancer, moi, j'ai pas touché aux vitesses du tout. Je les ai laissées par défaut et ça fonctionne assez bien. C'est pas très rapide, mais ça fonctionne bien. Le Infill, j'ai pas touché. Le support, j'en utilise pas actuellement. Build Plate Adhésion, le skirt, j'aime bien avoir deux périmètres. Les rétractions, ça a déjà été paramétré, donc j'y touche pas non plus. Mais vous pouvez constater que lorsque j'imprime avec une couleur, les rétractions sont seulement de 4,5 mm, mais quand je change de couleur, les rétractions sont de 120 mm. C'est une très très grande rétraction. Ça fait vraiment sortir le plastique de la buse et même que ça le fait sortir du Y au complet. Dans matériel, j'ai rien touché. Dans travel, j'ai rien touché. Machine, j'ai rien touché. Mais si vous changez la dimension de votre buse, vous pouvez changer ça ici. Et ça ici, j'ai rien touché non plus. Donc, si vous avez déjà utilisé Cura ou Simplifier 3D ou un autre slicer, vous allez voir que c'est très similaire. C'est basé sur Cura. Donc, c'est certain que c'est similaire, mais ils ont juste réorganisé les paramètres autrement. Je suis juste pas encore certain pourquoi avec ce logiciel-là, l'imprimante ne donne pas d'erreur, mais avec Cura, ça donne une erreur. Clairement, il y a une configuration que je fais pas comme il faut. Ça ici, j'ai rien changé. Ça ici, j'ai rien changé. Ça ici, j'ai rien changé. Et dans Dual Extrusion, ça c'est quand même important. Le Prime Tower, ça c'est justement la dimension de votre petite tour que vous allez imprimer pour vider la buse. Par défaut, le paramètre, c'est 32. Plus vos couleurs se ressemblent, plus ça peut être petit. 25, ça a fonctionné pour moi quand j'ai imprimé du rouge et du bronze, entre autres. Mais quand j'ai imprimé du blanc et du noir, clairement, ça n'a pas fonctionné. Ça a fait du gris. Donc, vous pouvez essayer différentes grandeurs selon les couleurs que vous utilisez. Puis, la position, j'ai laissé ça par défaut. Donc, comme vous pouvez voir, on ne touche pas à beaucoup de paramètres pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même assez bien. Ça a été bien paramétré par défaut. Ensuite, on peut cliquer sur Slice. On voit le progrès juste en bas ici. C'est en train de slicer. Et voilà, maintenant, c'est terminé. Et on peut regarder couche par couche qu'est-ce que ça donne. Donc, comme dans Cura, super simple, super pratique. Donc, ça fonctionne assez bien. Une fois qu'on est satisfait, on peut cliquer sur la petite carte ici, on peut faire sauvegarder et on peut mettre ça sur la carte SD ou sinon, on peut se connecter et imprimer par USB. Donc, c'est comme ça que dans ce logiciel-là, on va être capable de contrôler assez facilement, je crois, quelle couleur qu'on utilise sur quelle partie de notre pièce. Donc, la prochaine étape, ce serait de réussir à créer un profil entièrement custom sur Cura et sur Simplifier 3D pour que ce soit compatible Windows, Mac, Linux, parce qu'en ce moment, avec ce logiciel-là, même s'il fonctionne bien, c'est seulement compatible Windows, malheureusement.
Je vous ai montré les timelapses de mes impressions. Maintenant, on va aller voir les résultats de plus près. Voici les différents trucs que j'ai imprimés. Donc, rapidement, je vais vous montrer chaque prime pillar qui a été nécessaire pour chaque pièce. Donc, cette petite pièce-là ici, vous voyez, ça a donné ça. Ça, c'était un 32 mm. Ensuite, ici, je pense que j'avais mis 28. Puis, à partir de là, j'ai seulement imprimé avec des 25. Donc, si je vous zoome, vous voyez, il y a des changements de couleur qui se font. On en voit un petit peu sur les côtés aussi, une couche à la fois. Ça ici, ça en est un assez gros quand même et on voit effectivement le changement de couleur. Sur le dessus, on le voit un petit peu aussi. Ici, entre gris et translucide, on le voit pas très bien par contre, mais ça aussi, c'est un assez gros morceau de plastique et ça, c'est 100% plein, donc c'est beaucoup de plastique. Rouge et bronze, vous voyez clairement ici, c'est plus rouge ici et c'est plus bronze par là. Puis on voit aussi les changements un petit peu. Ici, vous voyez, ça commence blanc et à partir du moment où il y a eu du noir, ça a été gris pratiquement tout le long. Donc maintenant que je vous ai montré les piliers, je vais vous montrer les pièces de plus près. Ok, alors regardons cette pièce pour commencer. Première couche, c'est très bien passé. Si on regarde sur le côté, on voit qu'il y a eu des moments où on a eu de la sous-extrusion un petit peu. Donc probablement qu'on a eu des bouchons qui se sont faits, puis qui se sont réparés tout seuls en quelque sorte, parce qu'après, ça allait bien. Mais vous voyez que le gris a eu plus de difficultés à couler que le bronze. Puis ça, c'est super chouette parce que ça tourne comme ça fonctionne, ça s'imprime en seulement une pièce. Le plastique était un petit peu collé. J'ai mis une Allen key au milieu, puis j'ai été capable de le faire craquer en quelque sorte. Puis à partir de ce moment-là, voilà, c'est capable de tourner. J'ai mis un petit peu de lubrifiant pour que ça puisse tourner plus facilement parce que sinon ça tourne pas super bien. Mais vous voyez, je suis capable de le faire tourner comme ça et ça s'est imprimé en une pièce en 2 couleurs. Quand même très cool. J'étais content de voir que ça fonctionnait. Ça veut dire que quand même là, les tolérances sont assez bien respectées. J'ai aussi fabriqué une petite planète comme ça. Assez impressionnant quand même. Le dessous est pas super beau parce que puisque c'est une sphère, il y avait du support partout. Donc le dessous est pas super joli. Et le bleu a eu de la difficulté. Vous voyez, on a eu de la surextrusion à des places, de la sous-extrusion à d'autres places. Le gros bout de sous-extrusion ici, c'est parce que ma bobine, elle était coincé. En fait, il y avait un genre de nœud dans le filament. Donc, le filament était pris. Puis, quand je m'en suis rendu compte, j'ai dépris le filament. Puis, à partir de là, le bleu est redevenu à peu près correct, avec quelques petits problèmes quand même. Mais le vert a assez bien imprimé. Donc, est-ce que le bleu a eu un genre de bouchon qui l'a suivi tout le long? Ou est-ce que c'est juste le filament qui réagissait moins bien à avoir constamment des rétractions? Ça, c'est un petit peu plus difficile à déterminer. Mais vous voyez, le vert, ça s'est assez bien passé. Donc, moi, je suis en haut ici. Et la majorité des gens qui sont abonnés à ma chaîne, eh bien, vous vous situez ici, en Europe. Quand même cool comme impression. Ça a assez bien fonctionné. On est capable de voir quand même pas mal de détails. C'était recommandé d'imprimer en 0.15 mm, mais je l'ai imprimé en 0.2 parce que, honnêtement, c'était déjà bien assez long à imprimer ça. Quand même cool, la petite planète. Ensuite, j'ai imprimé ce cube. Donc, je l'ai imprimé en gris avec des morceaux translucide. Donc, clairement, vous reconnaissez que ça imite un cube dans Minecraft. Et avec les petits bouts translucides, ça fait que si je mets une LED à l'intérieur, donc là, j'ai fait ça rapidement, une petite LED sur des batteries qui allument comme ça. Mais si j'allume la LED à l'intérieur, là, on ne le verra pas parce qu'il y a trop de lumière, mais j'ai pris des photos. Normalement, on est capable de voir la lumière qui sort de tous les petits points qui sont translucides. Donc, ça donne un effet assez cool. Il y a eu de la sous-extrusion au niveau du gris. Et ce que je remarque, c'est que le gris et le bleu, ce sont ceux qui ont eu le plus de difficultés et ils ont toujours été à gauche. Donc peut-être qu'il y avait un bouchon qui se formait à gauche et qui avait de la difficulté à se défaire. Mais en tout cas, la petite boîte, ça a donné ça. Pas parfait, mais quand même pas si mal. Ensuite, un fidget cube. Ce fidget cube a pratiquement parfaitement imprimé. Vous voyez, très belle surface. Autant le bronze que le rouge. Vraiment, ça a donné un excellent résultat. Ça ici, c'est la partie qui imprime dans le vide parce que c'est imprimé sans support. Donc, c'est normal que ce soit moins joli, mais ça a quand même tenu en place. Puis, encore une fois, j'ai mis un petit peu de lubrifiant et ça fonctionne assez bien. Donc, ça, c'est un objet qui me fascine toujours. Assez cool. Puis, ça s'imprime en une pièce. Ça fonctionnait avec les deux couleurs. Et encore une fois, ça veut dire que les tolérances sont quand même assez bonnes sur l'imprimante. Donc, un objet imprimé en deux couleurs et qui est capable de bouger comme ça, moi, je trouve ça fantastique.
Bon, on s'en sort pas sans fabriquer un Benchy Boat et le test que je voulais faire en fait c'était le blanc et le noir. Et clairement vous pouvez voir que ça a commencé gris, la coque était censée être blanche au complet et toute la cabine aussi était censée être blanche. Ce qui était censé être noir, en fait, c'était le dessus et le contour ici, le contour de la porte, le contour des fenêtres, le toit ici et le dessus de la cheminée. Donc, partout où c'est gris, ça devait être blanc. Donc, cette démonstration, ce qu'elle prouve, c'est que c'est pas facile de changer de couleur de façon nette et précise lorsqu'on a deux couleurs qui sont extrêmement différentes l'une de l'autre. Donc, il aurait fallu que je fasse un pilier beaucoup plus gros que celui-ci pour pouvoir réellement vider la buse. Donc, ça, c'est une petite difficulté que je voulais illustrer. Mais je suis très surpris de la qualité du bateau que j'ai pu faire avec cette imprimante. Si je vous zoome sur la coque, vous pouvez voir qu'on a une coque qui est assez jolie. Ça a bien fonctionné. On n'a pas de gros blobs. On a une belle surface. On n'a pas de fil d'araignée au niveau des fenêtres. On n'a pas de fil d'araignée non plus au niveau des portes. Si on regarde dans cette fenêtre-là, on voit un petit truc juste en haut ici, mais c'est à peu près tout. Donc, j'ai réussi à faire un joli Benchy Boat avec une imprimante à deux couleurs. Donc ça, c'est vraiment pas si mal parce que mes essais avec l'autre imprimante que j'avais testée, la Etherbot Couple, il me semble qu'elle s'appelait, avec cette autre imprimante, ça avait donné ça ici. Et quand on regarde des démonstrations sur Internet d'imprimantes à double extrudeur, très souvent, on voit des résultats comme ça. Donc, le fait que j'ai été capable de faire ça ici en utilisant pratiquement seulement des paramètres par défaut, je suis quand même très impressionné que ça ait aussi bien fonctionné. OK, alors finalement, qu'est-ce que j'en pense de cette imprimante? C'est quoi ma conclusion? Au début, j'étais pas certain parce que je ne l'utilise pas exactement de la même façon que j'utilise mes imprimantes 3D à un extrudeur normalement. Donc, il faut adapter un petit peu nos manipulations. Niveau Wi-Fi avec l'application sur téléphone, pour moi, la façon qu'ils ont fait ça, je trouve pas que c'est si utile que ça. Peut-être que ça va évoluer puis que ça va devenir utile. Il faudra voir. Puis, les menus, je n'étais pas 100% fan de la façon que c'était disposé. Puis, au niveau de l'auto-leveling, je trouvais que c'était pas nécessairement très clair. Mais au final, maintenant qu'elle est calibrée et que je sais comment l'utiliser, je dois dire que mon expérience est assez bonne. Vous avez vu les résultats que j'ai été capable d'obtenir, donc clairement l'imprimante fonctionne assez bien. La prochaine étape, ce serait de réussir à faire fonctionner cette imprimante-là directement dans Cura ou dans Simplifier 3D. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut qu'il change dans le firmware pour que ça puisse l'accepter. C'est censé être un modèle pré-production vraiment fait pour les gens qui font des reviews d'imprimantes 3D. Donc peut-être qu'il y a une mise à jour qui va régler ça, ou peut-être que c'est quelque chose que j'ai mal paramétré. J'ai pas réussi à mettre le doigt sur le problème, mais au moins le logiciel qui vient avec l'imprimante fonctionne assez bien. Exclusif à Windows malheureusement, mais si vous êtes sur Mac ou sur Linux, probablement que ça peut fonctionner en utilisant Wine ou en utilisant une machine virtuelle. Du moins en attendant qu'on trouve une solution pour Cura et Simplifier 3D et les autres slicers qui existent. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais que c'était une vidéo assez longue, mais je voulais parler de l'impression 3D à double extrudeur en général, en plus de présenter cette imprimante. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Si vous avez des idées de projets que vous aimeriez voir avec une imprimante à deux couleurs ou à deux types de plastique différents, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je suis certain qu'il y a des projets super intéressants qu'on pourrait faire avec cette machine-là. Et comme à l'habitude, c'est une machine qui m'a été envoyée par GearBest. Je ne suis pas payé pour faire la vidéo, mais si vous décidez que vous voulez vous procurer cette machine, il va y avoir des liens dans la description de la vidéo. Ce sont des liens affiliés. Et si vous vous procurez cette machine à partir de ces liens, eh bien moi ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à la garder en vie, donc merci beaucoup pour votre soutien. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!